Chers amis, bonjour et bienvenue sur Zénith TV. Alors ici, je suis dans une enceinte extraordinaire et ça s'appelle le Salon Blanc. Le Salon Blanc du Parlement bruxellois, là où tout se décide. Monsieur Jamel Ekazban est notre hôte. Nous sommes invités dans cette belle enceinte. Monsieur Jamel, merci pour l'invitation. Merci de m'inviter sur Zénith TV. Merci beaucoup, en tout cas, d'accepter, car il y a toujours un risque lorsqu'on est sur un plateau télé. C'est avec plaisir, toujours. Chers amis, encore une fois, bienvenue sur Zénith TV dans ce beau salon blanc. Nous allons donc, nous entretenir avec M. Jamel Ekazban, qui est parlementaire bruxellois pour le groupe PS. Alors, il y a un exercice de mots, un exercice d'adjectifs, de verbes, de noms. Nous allons faire cet exercice ensemble, M. Jamel Ekazban. Alors, vous êtes prêts? Prêt. Très très bien. Alors, voilà, nous allons parler du conflit israélo-palestinien. Vers la fin, ce sera une question pour vous. Est-ce qu'on peut appeler ça un conflit? Mais ça, vers la fin, on pourrait éventuellement clôturer. Bon voilà, M. Jamel Ekazban, l'exercice, c'est celui-ci. Nous allons d'abord citer l'État israélien. Israël comme État. Est-ce une démocratie? Y a-t-il justice? Humanité? Apartheid? Criminel de guerre? Nettoyage ethnique? Massacre? Déplacement? Colonisation? Oui. Et puis, en parallèle, M. Jamel Ekazban, la Palestine. Je sais que vous êtes un fervent défenseur des droits humains. Je vous ai suivi depuis des années. Et je sais que vous avez participé à pas mal de manifestations pro-palestiniennes. Alors la Palestine, est-ce occupée, libre, agressée, son peuple martyr? Voilà. Ce sont tous ces mots-là. Je peux les répéter si vous voulez ou ça va aller? Ça va aller, je pense. Allons-y. À vous la parole. Eh bien, merci d'abord pour la question. Et je trouve d'ailleurs l'exercice intéressant. Et je trouve même intéressant d'avoir commencé par le mot démocratie. Parce que tout le monde nous explique depuis des années qu'Israël est la seule démocratie du Proche et du Moyen-Orient. Moi, aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe, j'ai du mal à qualifier Israël de démocratie par son attitude. Depuis maintenant un certain nombre d'années, depuis beaucoup trop longtemps, Israël se comporte comme un véritable État voyou. Il pratique des crimes de guerre, il pratique l'occupation, l'oppression d'un peuple, la confiscation des terres. Il tue des hommes, des femmes et des enfants et des innocents. Et vous avez parlé du nombre de victimes qui est affolant. Je rappelle que parmi ces victimes, il y a quand même plus de 4000 enfants. Il y a même des bébés, des nouveau-nés, sous couveuse, qu'on tue aujourd'hui. Comment pourrais-je qualifier cet État d'État démocratique à partir du moment où il bafoue constamment, depuis plus de 75 ans, le droit international, toutes les résolutions de l'ONU qui ne sont pas respectées, qui sont bafouées. Il ne respecte pas les droits humains, l'élémentaire droit humanitaire auquel n'importe quel être humain sur Terre a droit. Et donc, voilà, j'aurais un petit peu difficile à le qualifier de démocratie, je le disais, mais en même temps, tous les mots que vous avez cités par la suite qualifient exactement l'attitude aujourd'hui répréhensible du gouvernement israélien, qui, je le rappelle, est un gouvernement qui est composé par l'extrême droite. Est-ce que nous, démocratie en Europe, on peut accepter un gouvernement d'extrême droite? Est-ce que nous, en démocratie, en Europe, on peut accepter un gouvernement d'extrême droite qui se comporte de manière criminelle? Je pense que la réponse est claire. S'agissant de la Palestine, c'est un État... Avant d'aller vers la Palestine, parce que c'est intéressant ce que vous venez de dire, et finalement, en suivant cette logique, devant un tribunal international, l'État israélien devrait être condamné pour tous ces crimes. J'espère sincèrement que les responsables qui se sont succédés à la tête de cet État, à la tête de ces gouvernements, rendront des comptes un jour devant le tribunal pénal international. Oui, évidemment, je l'espère. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux mots que nous portons, aux mots que nous choisissons.
C'est pas à nous à déterminer les choses. La justice doit le faire. Et j'espère que la justice va être saisie. Elle est saisie d'ailleurs, puisqu'il y a un certain nombre d'avocats dans le monde qui se mobilisent déjà, des citoyens également, et même des pays. Puisque j'ai appris qu'en Espagne notamment, il y a des ministres, des parlementaires, des avocats. C'est un point sur lequel nous allons revenir effectivement. Il n'y a pas que l'Espagne, merci. Il n'y a pas que l'Espagne, mais en tout cas... Il y a l'Irlande, il y a énormément de pays dans le monde, et surtout, bien sûr, les citoyens du monde, c'est-à-dire l'opinion publique, c'est réveillé, c'est levé. Nous allons revenir là-dessus, mais en fait, c'est quand même assez grave comme terme. Enfin, disons que nous avons utilisé des termes que nous avons eu comme déclaration, que ce soit dans la rue, que ce soit dans les déclarations de certains politiques ou activistes ou même gouvernements. Lorsque nous parlons de crimes de guerre, l'ONU a déclaré qu'effectivement ce qui se passe à Gaza, c'est un crime de guerre. Les déplacements. Donc finalement, il y a même le terme, je ne l'ai pas noté ici, mais est-ce on pourrait l'ajouter, génocide. Donc quand vous citez les avocats, il y a près de 300 avocats qui ont déjà déposé à La Haye donc une plainte contre l'État israélien pour génocide et crimes de guerre. En tout cas, les Nations Unies parlent clairement de crimes de guerre et même de crimes contre l'humanité. Et je pense que les Nations Unies vont jusqu'à parler de nettoyage ethnique. On est en train d'assister à un processus de nettoyage ethnique, et ça c'est scandaleux évidemment. Et donc génocide, c'est un terme qu'on peut déjà ajouter à cette longue liste de crimes. Je pense qu'on ne va pas jouer sur les mots, mais je pense que la justice devra se prononcer sur ces termes-là. À chaque fois qu'il y a un génocide quelque part, c'est à la justice, ce sont aux instances juridiques internationales que nous avons qui doivent déterminer de quoi il s'agit. En tout cas, on appelle ça comme on veut. Une chose est claire, ces responsables politiques doivent être condamnés par la justice. Ça, pour moi, c'est une évidence. Alors, la responsabilité de l'Occident, de tous ces pays qui, dès le départ, dès le 7 octobre, encore une fois, nous le disons sur cette antenne, toute vie, une seule vie de perdue est une vie de trop. Bien sûr, de perdue, qu'on soit bien d'accord. Mais depuis le 7 octobre, tous les gouvernements occidentaux, quasi, ont tous prononcé le mot « We stand with Israel » d'une manière inconditionnelle. Donc ils ont dit, nous soutenons Israël pour la riposte et pour se défendre. Alors est-ce que ces gouvernements, nos gouvernements occidentaux, avec les USA, l'Angleterre, le Canada, le Japon, ils ont une responsabilité dans ce qui se passe? Je crois qu'actuellement et au regard de l'histoire, tout le monde a une part de responsabilité, je pense, en Occident, au niveau des États-Unis, au niveau du monde arabe aussi. Le monde arabe est musulman, il ne faut pas l'oublier. Moi, ce que je voudrais dire d'abord en préambule, c'est que moi je suis pour la condamnation ferme des agissements du gouvernement israélien, de tous les crimes qui sont perpétrés, de cette barbarie, parce que c'est une barbarie aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui. On tue des femmes, des enfants, des bébés. Mais en même temps, il faut éviter le piège de tomber dans toute forme d'antisémitisme, du rejet du juif. Parce que je pense que les juifs ne peuvent pas être tenus responsables de ce que fait le gouvernement israélien. Mais ça, nous sommes d'accord. Non, mais c'est important de le dire. Nous subissons tous ici dans nos pays, que ce soit ici ou même ailleurs, vous avez cité les pays arabes, nous subissons tous des propagandes. Nous subissons parfois même des fake news, etc. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, nous n'allons pas montrer des images de Gaza, ce qui se passe. Les gens ont assez vu des horreurs, etc. Le but n'est pas là. Le but, c'est d'arriver à comprendre, la situation, de mettre, comme vous avez dit tout à l'heure, mettre les mots, les termes adéquats par rapport à une situation précise. Nos médias, qu'on soit bien d'accord, personnellement, étant d'origine marocaine, et je pars souvent dans les pays arabes également, le mot antisémitisme ne se pose même pas. Ne se pose même pas, qu'on soit bien clair, et nous le redisons encore une fois, s'il y a un incident de temps en temps, ce sont des faits divers. C'est très rare. Mais l'antisémitisme n'existe pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, les Arabes et les Juifs sont des sémites. Ils ne peuvent pas être l'un contre l'autre, ça c'est bien. Mais il y a certains médias, pas tous, mais certains médias occidentaux, ils attisent où ils veulent toujours garder cette flamme pour dire, bon voilà, qu'il y a l'antisémitisme montant, etc. Nous aimerions bien connaître les chiffres. Parce que ça c'est juste la parenthèse, parce que nous allons revenir sur la question. La parenthèse, quels sont les chiffres de l'antisémitisme, par exemple en France et en Belgique, et en parallèle, quels sont les chiffres pour le racisme. Et je suis même certain
personnellement, je ne connais pas encore les chiffres, mais nous allons faire une recherche également, que le racisme, de manière générale, les chiffres sont beaucoup plus supérieurs. Et donc, nous pensons qu'il est plus approprié d'abord de se focaliser sur les problèmes et les responsables, et les responsabilités. Mais donc, je continue la réponse, parce que ça fait partie de ma réponse, ça fait partie du petit plus que je voulais apporter justement. On ne va pas faire un débat sur les formes de racisme aujourd'hui. Mais il est clair que, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, vous m'avez posé la question de savoir quid de la réaction des pays européens. Et quand je fais ma remarque sur l'antisémitisme, c'est justement parce que certains voudraient déplacer le curseur dans un autre débat par rapport à ce qui se passe. Donc il faut le dire clairement. On doit pouvoir condamner Israël de manière ferme et inconditionnellement, sans verser dans l'antisémitisme et sans être accusé d'antisémitisme. Et je pense que ce qui se passe, voilà, et je pense que ce qui se passe en Europe aujourd'hui, justement, c'est qu'il y a beaucoup de pays qui font la confusion, qui ont des craintes parfois de critiquer l'État d'Israël, parce qu'ils pensent qu'ils pourraient être accusés d'antisémitisme. Et moi, je m'inscris en faux par rapport à ça. En plus, si on a des montées d'antisémitisme, on a aussi des montées d'islamophobie, et il faut combattre toutes les formes de racisme. Ça, je suis très clair par rapport à ça. Très bien. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on assiste aussi à des manipulations parfois. On veut déplacer le curseur, on veut présenter ce conflit. Ce n'est pas un conflit, mais on y reviendra. On veut présenter ce qui se passe au Proche-Orient comme une guerre de religion, alors que ce n'est pas une guerre de religion. Chez les Palestiniens, vous avez des musulmans, vous avez des chrétiens, vous avez des athées, des agnostiques, vous avez des Israéliens arabes et ainsi de suite, de l'autre côté. Donc je pense que les choses doivent être très claires. Vous m'avez présenté tout à l'heure comme étant un militant de la cause palestinienne, un militant pro-palestinien. Moi, j'aime de préciser, de rajouter que moi, je suis surtout un militant du droit international et des droits humains. Ma boussole, c'est ça. C'est d'abord le droit international et les droits humains. Je ne tiens pas un autre discours en fonction de la région où on est dans le monde. Les choses doivent être très claires par rapport à ça. Très bien. Et je le dis d'autant plus qu'en Europe, on essaye de confisquer en fait la parole. Donc je réponds à votre question. On essaie de confisquer la parole légitime des gens qui s'opposent à ce qui se passe en Israël en voulant sous-entendre qu'il y a une forme d'antisémitisme. Ça, c'est très bien, mais ça, c'est important que vous le dites. C'est important que vous le dites. On peut critiquer, on doit même, pour moi c'est même, c'est une obligation de critiquer ce qui se passe pour l'instant au Proche-Orient sans verser dans l'antisémitisme et sans être accusé d'antisémitisme. Ça, c'est la nuance, la différence. Voilà pourquoi je voulais faire la précision. Alors, merci beaucoup. Très bien. Revenons vers les responsabilités de l'Occident. Oui. Revenons, donc voilà, finalement, l'Occident qui soutient donc un État finalement criminel d'une manière inconditionnelle. À partir du moment où on soutient un État criminel de manière inconditionnelle, comment on peut qualifier dans ce cas-là l'Occident, les États-Unis, l'Angleterre? Voilà. Alors il faut qu'on nuance quand même un petit peu les choses. Il n'y a pas d'un côté l'Occident et de l'autre côté tout le reste. Donc, je pense que les choses sont un peu plus nuancées que ça. Je rappelle. Nous sommes d'accord, M. Casbon, mais l'Occident et les États-Unis, ils ont un pouvoir financier, ils ont un pouvoir militaire. J'y viens. Ils peuvent. C'est important parce que les pays arabes ou les autres pays. Quand je donne une réponse, c'est jamais oui ou non. Moi, j'aime bien expliquer un peu les choses. C'est le but. On a un peu de temps ici sur Zineke TV, contrairement à d'autres médias. Nous relâchons dans une superbe salle. Voilà, et donc j'en profite. Vous avez la parole. Alors, il est clair que dans le monde, vous avez une superpuissance qui existe, qui s'appelle les États-Unis d'Amérique. Il est clair que pour moi, un des premiers responsables, finalement, de ce qui se passe là-bas, c'est aussi les États-Unis. Derrière, après la politique israélienne crapuleuse, vous avez les États-Unis qui ne font rien, en fait, pour la paix. Et ces dernières années, ils n'ont rien fait du tout. Depuis le dernier processus de paix qui a abouti à des accords d'Oslo qui sont critiqués aujourd'hui, mais en tout cas, il y avait une feuille de route à l'époque, il n'y en a plus du tout. Les États-Unis. Si les États-Unis, demain, voulaient vraiment la paix au Proche-Orient, demain, vous auriez la paix au Proche-Orient sans le moindre problème. Alors, les États-Unis ont des leviers. Voilà, les États-Unis ont des leviers, qu'on dit États-Unis. Ont des leviers. Bien entendu, on dit aussi Angleterre. L'Angleterre qui était à la base en 1947. L'Angleterre, historiquement, ils ont contribué à installer le foyer juif. Je ne sais pas si on a le temps de parler de ça aujourd'hui. Un foyer juif là en Palestine. Moi, ce que je dis, c'est que, puisqu'on parle finalement de l'inertie et de l'attitude des autres pays, la première puissance qui, pour moi, a son mot à dire, c'est les États-Unis, et les États-Unis ne le font pas.
Très bien. vis-à-vis Monsieur Jamal ne fait rien. là, vous êtes dans mon dernier point, parce que mais c'est l'issue du conflit. Moi, ce qui nous intéresse aujourd'hui, enfin, après je dirais la qualification de l'État israélien, comment on peut qualifier l'Occident qui soutient de manière inconditionnelle cet État criminel qui a été déclaré criminel par pour moi, le droit international. Avec tous les qualificatifs que je viens d'adresser à la politique du gouvernement israélien, tout qui soutient cette politique, ce gouvernement, ce pays, pour moi, est complice des crimes de guerre, est complice de ce qui se passe sur place, est complice de l'occupation. Donc pour moi, ou on est complice, ou, et c'est peut-être même pire, on est lâche. On est lâche et on ferme les yeux, on regarde ailleurs. Et pour moi, tout le monde a une part de responsabilité. Mais à côté de ça... Est-ce que, M. Jamal Kazvan, je m'excuse de vous couper, est-ce que l'Occident, avec les États-Unis, peuvent aujourd'hui se vanter d'être le garant de la liberté d'expression, les garants des droits humains et les garants des valeurs universelles? En tout cas, ils sont pas, pour l'instant, ils ne sont pas les garants de la liberté du peuple palestinien, puisque leur liberté, elle est bafouée tous les jours, les droits humains sont bafoués tous les jours. Maintenant, heureusement, en Occident, puisqu'on parle de l'Occident, on parle de l'Europe et des États-Unis, je vois quand même que dans l'opinion publique, il y a une mobilisation importante des citoyens, il y a une mobilisation importante, parfois même des entreprises ou du monde associatif, de la société civile, qui dénonce ce qui se passe et qui essaie de faire pression sur les gouvernements, sur les pays. Monsieur Jamal Kazvan, ça, c'est un élément important. C'est un élément très très important. Effectivement, nous allions y venir, mais c'est très bien, vous anticipez. C'est bien, vous facilitez la tâche. Mais effectivement, le monde entier s'est levé. Le monde entier s'est soulevé contre ses propres gouvernements, bien sûr de manière pacifique. Nous avons vu une manifestation sans précédent à Bruxelles dernièrement, le 11 novembre, plus de 50 000 personnes, nous étions. Nous avons même fait un live. Il y a eu plus d'1,2 million personnes dans les rues de Londres le même jour, et dans le monde entier. Il y a eu au début justement de ces bombardements plus d'1 million de personnes à Rabat, même aux États-Unis, la communauté juive aux États-Unis. Bien entendu, qu'on ne l'oublie pas, même à Bruxelles, ils étaient aussi présents, parce qu'il faut aussi. C'est bien que vous le signalez, voilà, que tous les juifs ne sont pas sionistes, et tous les Israéliens ne sont pas sionistes non plus, et donc il y a énormément de gens qui reviennent, ou qui reviennent vers la raison, ou qu'ils ont toujours été raisonnables et qui soutiennent tout simplement la liberté de l'être humain. Je pense qu'il faut, et ça quand même il faut le dire un moment, mais la question... il y a dans l'opinion publique aussi des juifs, des Israéliens qui se soulèvent contre leur propre gouvernement. Je rappelle qu'avant les attaques du 7 octobre, il y avait des manifestations monstres qui demandaient la démission de Netanyahou, hein, quand même il faut le rappeler. Il y a des juifs qui manifestent depuis des années dans le camp de la paix et qui demandent une solution à deux États. Aux États-Unis, on a vu les images extraordinaires. Ils ont envahi le Congrès des États-Unis. Ils ont encerclé la Statue de la Liberté. C'est un autre point. Ici à Bruxelles également, j'ai marché avec les Juifs progressistes le 11 novembre. Mais il faut le dire. Il faut le dire à ceux qui nous écoutent. Effectivement, c'est un élément important. Effectivement, ici en Belgique, ou partout ailleurs, par rapport, en tout cas, nous voyageons assez, il n'y a jamais réellement un problème entre musulmans et juifs, arabes et hébreux. Il n'y a pas ce problème-là. Il y a un conflit politique, nous pensons, à vous de me le dire, un conflit de territoire, mais il n'y a pas un problème de religion. C'est pas un problème de religion. Je pense que dans l'histoire... les religions ont réussi à coexister. Elles ont parfois vécu des moments plus difficiles dans l'histoire, mais elles ont toujours réussi à vivre de manière pacifique et en parfaite cohabitation. Il y a des pays d'ailleurs où ça se passe très bien. Ici aussi, à Bruxelles, ça se passe relativement bien. Je pense que le gros problème que nous avons là-bas, c'est qu'on a un pays, un État, qui se dit démocratique, et qui colonise et qui doit arrêter de confisquer des territoires qui ne sont pas à lui et qui, pour coloniser, se permet de massacrer des populations civiles, d'oppresser un peuple, de tuer femmes, enfants. Et le pire, c'est que cet État colonisateur essaie de se faire passer pour la victime, alors que c'est la Palestine qui est colonisée depuis 75 ans, c'est pas la Merci. Pourquoi ce silence assourdissant de l'Occident, de ceux qui soutiennent Israël d'une manière inconditionnelle, alors que tout leur peuple, ou la majorité de leur peuple, sont contre leur position? Pourquoi?
Ben, je l'ai dit tout à l'heure. Le silence, il s'explique par quoi? Il peut s'expliquer soit par un soutien inconditionnel à l'État occupant, l'État d'Israël, ou soit à la crainte parfois d'être pointé du doigt et d'être stigmatisé, d'être traité d'antisémite. C'est pour ça que je trouvais important de vous rappeler, de dire qu'on pouvait critiquer l'État d'Israël et qu'on devait même le faire, la politique de l'État d'Israël, sans verser dans l'antisémitisme et sans être accusé d'antisémitisme. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est une boussole également. Est-ce qu'il faut aller dans une campagne aujourd'hui, même au niveau mondial, une campagne d'information ou de formation pour dire aux gens finalement, quand vous critiquez un État, un gouvernement, son peuple n'a rien à voir, finalement. C'est peut-être cette campagne-là qu'il faut peut-être faire, une campagne d'information, une campagne de formation, une campagne de sensibilisation pour dire, écoutez, on peut être contre un gouvernement tout en étant ami avec le citoyen lambda belge, français. Je pense que c'est important, vous l'avez dit tout à l'heure, on a eu une manifestation à Bruxelles, et on en a eu plusieurs qui se sont déroulées de manière tout à fait pacifique. Ça, je tiens à le préciser. D'ailleurs, il y a un sitting tous les jours à la bourse. Il y a un sitting tous les jours à la bourse et maintenant devant la gare centrale. Mais ça se passe de manière pacifique. J'étais un jour, il y avait un rassemblement devant l'ambassade des États-Unis. Ça se passe toujours de manière pacifique. Et c'est important de pouvoir dire et d'apprendre qu'on peut contester, même fermement, de manière pacifique, sans verser dans la violence. Monsieur Jamal Casban, merci. La Palestine. Finalement, c'est le bas qui blesse ou c'est vraiment le problème à résoudre? La Palestine, occupée, elle est libre, agressée, le peuple martyr, résistance. Je crois que tous ces mots qualifient la Palestine. La Palestine est un État qui est occupé, est un peuple qui se fait oppresser, qui se fait massacrer actuellement. C'est un peuple martyr parce qu'il résiste et il a le droit de résister. Il y a quand même l'autodétermination des peuples est inscrite aussi dans le droit international. Donc la résistance, oui, les gens peuvent déplorer bien sûr la manière dont les choses peuvent se passer, comme par exemple le 7 octobre. Chaque vie perdue est une vie de trop, bien entendu, mais la résistance est de droit pour les Palestiniens. Je veux dire, une vie est une vie. Pour moi, quand je vois un bébé palestinien qui meurt ou un bébé israélien qui meurt, moi je le déplore des deux côtés. Par rapport à ça, on est d'accord. Mais à côté de ça, vous avez un État qui est colonisé et dont le territoire est confisqué petit à petit. Aujourd'hui, il n'y a quasi plus de territoire. Il ressemble à un bout de gruyère complètement bouffé par la politique israélienne. Mais ce peuple a le droit de résister, parce que c'est quoi? Tu résistes ou tu crèves. Et de toute façon, actuellement, on est en train de crever. On est en train de les massacrer. Petit à petit. Voilà. Très bien. Monsieur Jamal Casban, merci beaucoup. Avant d'aller vers l'issue de ce problème du siècle, je vais vous citer 3 noms que vous connaissez. Monsieur André Flau, qui a fait des déclarations assez fortes. Monsieur Fouad Haïdar et monsieur Edebao Raoul. Donc l'un est parlementaire et président du Parlement flamand de Bruxelles, M. André Flau, ancien ministre, et M. Edebao Raoul, qui est président du Parti travailliste de Belgique. Alors, cette question, par rapport à leur déclaration, est-ce que le lynchage médiatique et politique, surtout de la part de leurs collègues ou confrères de l'opposition, est justifié ou justifiable? Moi, je suis un peu mal placé pour m'exprimer là-dessus. Alors moi, je vais vous dire, moi je suis, vous l'avez dit tout à l'heure, je suis un militant de cette cause depuis de longues années, depuis de très très longues années. Et il m'est arrivé parfois de faire des déclarations incomprises, ou qui dépassent parfois la pensée, ou il m'est arrivé de parfois mal choisir mes mots, ou de choisir des mots très forts, ou qui peuvent être mal interprétés. J'ai appris avec le temps à choisir mes mots, mais pas pour être politiquement correct. Moi, ça ne m'intéresse pas d'être politiquement correct. Moi, je pense que dans la vie, il y a des moments où il faut dire les choses clairement. Et je pense que je n'ai pas manqué de dire les choses clairement depuis le début de notre entretien par rapport à la politique du gouvernement israélien. Mais si on veut défendre la Palestine, si on veut défendre le droit international, les droits humains de ce peuple, je pense qu'on doit aussi
peser les mots que nous utilisons, parce qu'on doit pouvoir parler, quand moi je m'exprime, je parle évidemment pour les Palestiniens, pour leur dire et leur montrer qu'ils ne sont pas seuls, et qu'on est là, et qu'on pense à eux, même si on se sent impuissant. Je parle aussi au reste du monde, mais pas seulement les gens qui sont déjà favorables à la cause, je termine, favorables à la cause palestinienne. J'ai aussi envie de parler à d'autres, aux autres, à ceux qui sont neutres. Parce que, comme on le dit souvent, quand on est neutre face à un massacre, c'est comme si on était complice. D'accord. J'essaie aussi de parler à ceux-là, j'essaie aussi de les convaincre. Ça nous avons compris, M. Jamal Casban. Mais la question, est-ce que c'est justifié le lynchage de cette ampleur médiatique et le lynchage de cette ampleur au niveau des concurrents politiques par rapport à ces déclarations qui sont quand même vraies? Ce sont des déclarations qui sont vraies. La forme est, comme vous avez dit tout à l'heure, probablement qu'elle est mal choisie, mais le fond en lui-même, il est toujours là. Il y a toujours les crimes de guerre, il y a toujours les génocides, il y a le déplacement, il y a la colonisation. Tout ça, c'est quand même vrai. Moi, maintenant, le choix des mots. Voilà. Est-ce qu'un politique ou quelqu'un d'engagé doit toujours être le politiquement correct? Non, je viens de le dire. Je viens de dire qu'on n'a pas forcément être politiquement correct, mais être politiquement correct, ne pas être politiquement correct, pardon, ne nous empêche pas aussi de bien choisir nos mots. Je vais vous donner un exemple. Moi, que ce soit dans les discussions au Parlement, ou que ce soit dans certaines interviews que je donne, je sais très bien qu'il y a plein de gens qui me regardent et qui m'observent et qui attendent le moindre mot de travail. D'accord, M. Jamal Casban. Vous le savez. Non, mais vous le savez. M. Jamal Casban, je suis tout à fait d'accord avec vous, M. Jamal. Je termine ma réponse. Je vais vous laisser terminer, mais juste... moi, j'ai appris avec le temps. Mais moi, j'ai appris avec le temps. Nous sommes dans un contexte où il y a 30 000 morts pour le moment. Voilà, j'ai appris avec le temps que le message que je veux porter est plus important que ma personne et que le contenu, que la présentation. Et donc, quand je suis conscient de ça, alors je fais attention aux mots que j'utilise. Très bien, ce que vous maîtrisez. Parce que je ne voudrais pas, non, mais je ne voudrais pas. Non, parce que je suis aussi un sanguin. Non, je suis aussi un sanguin. Je parle aussi avec beaucoup d'émotions. Il peut m'arriver de déraper. Mais par contre, je ne veux pas donner à mes adversaires l'occasion d'éteindre ce que j'ai envie de dire. Le message essentiel. Si j'ai répondu, le message important. La question, est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est justifié? Si vous écoutez bien ce que je dis, de lyncher ces trois personnes alors qu'ils ont fait leur déclaration? Moi, je suis contre tout lynchage. Je suis contre aussi cette petite bataille de jeux de mots. Moi, je ne suis pas dans les jeux de mots. Ce qui se passe là-bas, ce n'est pas un jeu. Ce qui se passe là-bas, c'est très sérieux. On est en train de massacrer, on est en train d'organiser un nettoyage ethnique de la population palestinienne. On tue des femmes, des enfants, des bébés sous couveuse. C'est plus important qu'une bagarre de mots, et c'est ça l'essentiel. Voilà, et je ne laisserai pas quelqu'un, parce que je risque de dire un mot de travers, éteindre la cause que j'ai envie de porter. Merci beaucoup. Mais, effectivement, Monsieur Jamal Casban, nous ne devons pas nous faire tous dévier de l'essentiel que vous venez de dire, effectivement. Et il y a près de 15 000 morts israéliens et palestiniens confondus, énormément de bébés, et 30 000 blessés, dont la moitié probablement vont perdre leur vie et l'autre moitié sera mutilée à vie. Et ça, effectivement, aucun dérapage, aucun mot ne pourra l'effacer, M. Jamal Casban. Oui, effectivement, ça c'est clair. Les morts vont laisser des traces et je me demande comment demain on va pouvoir construire une paix là-dessus. Comment est-ce que tous ces enfants qui subissent ces bombardements, ces massacres, qui deviennent orphelins ou ces enfants qui sont tués, comment est-ce qu'on va encore construire une paix vous êtes extraordinaire parce que finalement vous lisez dans mes pensées ou vous avez peut-être vu mes notes. Vous avez vu mes notes. Voilà, regardez, c'est l'issue. L'issue, vous avez dit demain, effectivement, le lendemain, le demain. Est-ce qu'il y a un demain et comment il est ce demain, Monsieur Jamal Casban? Alors, dites-moi, parce que nous avons dépassé les 30 minutes que nous sommes promis. L'issue, comment vous voyez ce lendemain ou ce demain, et quelle est la solution ou quelle est l'issue de ce conflit du siècle? Alors, je n'ai pas la prétention, moi, de dire aujourd'hui quelle est l'issue d'un conflit, on va l'appeler comme ça, même si je n'aime pas ce terme, qui dure depuis beaucoup trop longtemps. Mais avant de parler de demain, je voudrais parler d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est un cessez-le-feu immédiat, mais un vrai cessez-le-feu. Pas une petite trêve humanitaire pour que chacun reprenne des forces et puis pour remassacrer encore plus de gens. Il faut un vrai cessez-le-feu, il faut arrêter les hostilités. Il faut libérer les otages, il faut libérer tous les otages. Parce que les otages, il y en a qui ont été
fait par le Hamas, mais il y a aussi des otages dans les prisons israéliennes depuis des années et des années. Il y a même des enfants qui sont emprisonnés depuis des années. Donc il y a aussi des prisonniers politiques qui sont injustement privés de leur liberté depuis des dizaines d'années. Vous avez bien, vous faites bien de citer le Hamas. Le Hamas a fait une attaque terroriste également sans précédent. Il a fait énormément de morts, a déploré bien entendu, a condamné également le Hamas, groupe terroriste ou groupe politique résistant qui emploie malheureusement la terreur pour arriver à ses fins. Le Hamas, en tout cas, a fait un acte terroriste le 7 octobre. On ne peut pas l'appeler autrement. Et je pense qu'il n'aurait jamais dû le faire parce que le gouvernement israélien qu'on a décrit utilise finalement ce qui s'est passé pour justifier les massacres des populations palestiniennes. Et pour moi, c'est ça qui est le plus important. Donc quand moi je dis qu'il faut un cessez-le-feu, c'est parce qu'il faut arrêter le massacre d'abord, un vrai cessez-le-feu, libérer les prisonniers de part et d'autre. Et il faut arrêter l'occupation qui dure depuis beaucoup trop longtemps, la confiscation des terres. On ne peut pas construire une paix tant que nous n'avons pas l'arrêt complet de l'occupation, l'arrêt du blocus inhumain de Gaza. Je rappelle quand même, c'est presque 20 ans que Gaza vit sous le blocus. Et alors je vais vous dire... C'est effectivement inimaginable ce blocus, ce siège sur Gaza depuis près de 20 ans. Il y a eu une centaine de résolutions, peut-être 104 ou 110 résolutions. Aucune résolution n'a été... Presque 200 résolutions. 200 résolutions, bon, voilà, donc vous donnez plus de précision. Israël n'a jamais respecté ces résolutions. Jamais. Quelle est la résolution à laquelle vous adhérez pour arriver justement à une issue moi, j'adhère à toutes les résolutions tant qu'elles peuvent permettre d'imposer la paix. Maintenant, on sait très bien Et quand vous dites la paix, parce que ça reste assez vague, la paix, tout le monde veut la paix, mais il y a un État colonisé, il y a un peuple martyr, il y a un peuple qui est tué, mais la paix, tout le monde veut la paix, mais la paix, c'est quoi si on veut la paix, finalement, aujourd'hui, la paix, c'est devenu quelque chose d'assez abstrait. Non, si on veut la paix, il faut d'abord arrêter la guerre. Et donc, il faut arrêter les bombardements. C'est important. Il faut arrêter les massacres. Ça, tout le monde le dit. Non, tout le monde ne le dit pas. Non. Tout le monde ne le dit pas. Nous voulons un cessez-le-feu immédiat, pas une petite trêve humanitaire. Ça, c'est la première chose. C'est extrêmement important. Quand je dis tout le monde, il faut libérer les gouvernements occidentaux. Moi, je suis bien d'accord. Il y a des gens qui sont... J'entends parfois même en Europe des gens qui sont pour qu'Israël continue ses massacres. Il y a des gens qui sont pour le fait de fermer les yeux. Il y a des gens qui sont pour des trêves humanitaires de quelques jours. Non, pas question. Dans le citoyen lambda, ça reste une minorité, heureusement. Moi, je veux et je demande, et mon parti demande depuis le début, l'arrêt des hostilités, un cessez-le-feu immédiat et définitif, la libération des prisonniers, de tous les prisonniers. Des deux côtés, oui. Et il faut impérativement, parce que quelle est la graine du mal? L'origine de tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? Il y a des bombardements aujourd'hui. Il y en a eu avant aussi. C'est pas nouveau. Ça dure depuis ce qui se passe là-bas, là-bas n'a pas commencé le 7 octobre. Ça fait depuis 75 ans que ça dure. Donc, ce qu'il faut absolument, c'est arrêter l'occupation et avoir le courage de dire à Israël, cette grande démocratie, stop, ça suffit l'occupation. Ça suffit de confisquer les terres, ça suffit de spolier, de détruire les potagers, de fermer des puits, de priver les populations d'eau, d'électricité, de nourriture. Ça, c'est scandaleux. Et donc revenir vers les résolutions de quelle année? De la résolution 1967 ou 1948? À quelle résolution vous faites allusion pour arriver justement à cette paix? Pour qu'il y ait une paix, vous voyez quoi? Un pays pour les deux pays côte à côte? Comment vous voyez les choses? Là, nous sommes vraiment à la fin de notre... Oui, rentrer dans les résolutions maintenant, ça va être un peu compliqué. Parce pas rentrer dans les résolutions, mais quel est votre souhait? Moi, je pense qu'il faut obliger les partis, il faut organiser des conditions pour que les partis se mettent autour de la table et négocient une paix. La paix, elle n'aura pas lieu demain. Elle va devoir se construire. Elle va devoir se construire. J'ai toujours été un fervent défenseur de la solution à deux États. Mais il faut être honnête, la solution à deux États aujourd'hui est quasi impossible. Pourquoi? Parce qu'Israël n'a pas arrêté de confisquer les terres. Il y a des colonies qui sont illégales. Il faudrait déjà que toutes les colonies illégales... Vous savez, aujourd'hui, on parle de ce qui se passe à Gaza, sous prétexte qu'il y a le Hamas et qu'il faut détruire le Hamas. Mais pendant ce temps, on est aussi en train d'oppresser à nouveau et de tuer des gens en Cisjordanie. Et si je ne me trompe pas, vous avez presque 200 personnes qui sont mortes depuis le 7 octobre en Cisjordanie. En Cisjordanie, il n'y a pas le Hamas.
Donc il faudra qu'on m'explique pourquoi en Cisjordanie, on attaque des fermiers, on chasse des gens de leurs terres, on confisque des maisons, on confisque des terrains. C'est scandaleux. Et la communauté internationale ne bouge pas. Alors je termine, dans la communauté internationale, il y a aussi les pays arabes 30 et secondes, M. musulmans. Jamal Kasban, et après Il y nous a aussi les pays arabes et musulmans qui ont aussi une responsabilité, il faut le dire aussi. Oui, effectivement, M. Jamal Kasban, il n'y a pas que l'Occident qui se tait, mais aussi les pays arabes. Oui, le monde arabe et musulman a aussi sa responsabilité, a aussi un rôle à jouer qu'il ne joue pas malheureusement. Alors un dernier mot. Alors un dernier mot, alors moi ce que je dirais simplement, et ce que je dis souvent, j'espère que ce gouvernement israélien va changer, parce que je le rappelle, c'est un gouvernement d'extrême droite, et je pense qu'avant le 7 octobre, il y avait des millions d'Israéliens et de Juifs qui manifestaient contre ce gouvernement et pour la démission de Netanyahou. Donc moi, je soutiens toutes les forces de paix en Israël qui veulent faire changer ce gouvernement, et j'espère qu'on sera en présence de personnes qui voudront travailler à une paix juste et durable. Et j'espère aussi que les États-Unis et l'Union européenne notamment, parce que je pense qu'ils ont tous les deux un rôle à jouer, vont créer les conditions pour qu'on ait une paix, pour mettre les gens autour de la table. Je le rappelle, il y a des drames qui ont été vécus, ça va être difficile de mettre les gens autour de la table et d'avoir une paix. Et alors je conclurai quand même sur un élément important. Si on ne fait rien, on aura à nouveau dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, à nouveau des bombardements et des massacres. Je pense que dans l'histoire, il n'y a jamais aucune occupation, aucun colon, aucune armée qui se retire de elle-même s'il n'y a pas une pression. Et je pense qu'on va devoir avoir le courage ici en Europe d'exercer des pressions politiques, économiques, si on veut vraiment forcer l'occupant en tout cas à respecter le droit international et respecter l'élémentaire. Donc quand vous dites pression économique, politique, et aussi arrêter d'armer l'armée israélienne. Pour moi, ça rentre dans le cadre des pressions et des sanctions qu'il faut mettre en place, effectivement. Pour moi, on ne peut pas continuer à livrer des armes à un pays qui les utilise pour massacrer un peuple. On ne peut pas continuer à aider financièrement et économiquement un pays qui se livre à des véritables crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Merci beaucoup. Bon voilà, chers amis, merci d'avoir suivi cette rencontre avec M. Jamal Kasban, parlementaire bruxellois pour le groupe PS. Oui, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup d'articles qui seront encore écrits, beaucoup d'encre coulera encore par rapport à cette situation. Ce que nous espérons, c'est bien sûr la paix sur cette terre. L'antisémitisme, c'est du racisme. Le racisme, c'est aussi de l'antisémitisme. Alors, combattons-le. Salam, paix sur vous, paix sur vous, vieux dopu, shalom.